Merci beaucoup Amal, on vous retrouve dans une heure pour votre prochain journal. Nous on va retrouver tout de suite Éric Brunet et Émilie Broussoulou en compagnie de Marion Maréchal qui était leur invitée hier soir. Je joue contre vous. Faut connaître ses ennemis les mecs, il faut connaître ses ennemis. Oh. À quelques jours donc de ce premier tour du scrutin législatif, législatif, je vous rappelle qu'elle a rallié le Rassemblement national de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Désormais, soyons clairs pour celles et ceux qui nous écoutent, vous roulez pour Marine Le Pen et... Bah attends, mais c'est l'interview totale. Ah c'est bon. J'ai cru que c'était un... Pardon, excusez-moi le chat. Pour le Rassemblement national ? Non, je ne roule pas, mais j'ai apporté mon soutien en effet public en tant qu'eurodéputé à cette coalition donc RN-Ciotti. J'ai eu en effet un différend avec Éric très rapidement qui a consisté très simplement, d'une part pour me concernant, ne pas vouloir présenter des candidats reconquête de division face à la coalition RN-Ciotti, alors qu'Éric Zemmour, à l'inverse, a souhaité présenter un maximum de candidats dans les circonscriptions. Pour une raison très simple, c'est que je ne voulais pas prendre le risque que la présentation de ces candidats puisse faire manquer les quelques points qui permettent aux quelques députés de se qualifier au second tour et aux quelques députés potentiellement au second tour ensuite de permettre la majorité absolue pour cette coalition. Et donc ce conflit a abouti à ce qu'Éric Zemmour m'expulse du parti Reconquête. Elle a vidé les caisses. Je suis content qu'elle ait vidé les caisses les mecs, mais c'est une traître. C'est Cersei Lannister, exactement. L'ensemble des vice-présidents et 4 eurodéputés sur 5. Voilà, je le regrette parce que c'est un beau gâchis, mais je ne regrette pas politiquement et vis-à-vis de mon pays, parce que je considère que face à cette situation, l'intérêt du pays doit passer avant l'intérêt des partis. Désormais, vous soutenez Marine Le Pen. Pardonnez-moi, vous soutenez Marine Le Pen. Alors, je soutiens en effet cette coalition RN-Ciotti. Je ne rejoins pas pour autant le Rassemblement national. Je ne réadhère pas au Rassemblement national. Je garde mon autonomie politique, car je considère que si on veut faire vivre un esprit de coalition, une coalition par nature, c'est une addition de sensibilité, en l'occurrence de droite. Moi, j'ai une sensibilité propre que j'ai défendue au moment de l'occasion des européennes. Je partage totalement les objectifs qui ont été fixés par cette coalition, le programme d'urgence et les grands principes. Mais j'ai évidemment des différences sur les questions économiques, sur les sujets de société que je veux pouvoir continuer de faire vivre demain dans la future majorité. On reviendra un peu plus tard sur la question d'Éric Zemmour et Reconquête, mais d'abord cette question, on est à 4 jours du premier tour des élections législatives anticipées. Est-ce que vous pensez que votre camp peut obtenir la majorité absolue ? Oui, j'en suis même convaincue, je le vois sur le terrain et j'y crois justement parce que nous additionnons des électorats qui jusqu'ici étaient divisés et bien souvent cette configuration de division a abouti à ce que la gauche et le centre de... Elle a un petit regard de consanguin Marion quand même. Doucement les mecs, doucement wesh. Macron tire son... Elle a un col en forme de bite. Eh c'est vrai wesh. Wesh le col il forme une bite. Mais il a raison. Il a raison, son col en forme de bite. Je ne vois que ça maintenant. Je vois que ça les mecs. Ah je suis mort. Non le chat vous êtes trop drôle. Vous êtes trop drôle putain. C'est un easter egg. C'est un easter egg gros. Il y a les 2 couilles ici et il y a le pénis bien circoncis et bien large. Le pénis il est bien large. Son épingle du jeu. Or aujourd'hui on voit bien dans les projections que tous les 100 ans qu'une grande dynamique de premier tour peut s'installer et que dans ces conditions la majorité absolue est atteignable et je le souhaite d'autant plus que si par malheur ça n'était pas le cas, nous entrerions dans une situation de blocage. Là elle est en train de serrer le pénis là le pénis à chaque fois qu'elle bouge le pénis est de plus en plus serré tu vois. Qui serait délétère pour le pays. Et donc le message que je lance à tous les électeurs, y compris d'ailleurs ceux de Reconquête, c'est ne divisez pas vos voix, parce que si vous faites cela, vous prenez le risque de nous mettre dans une situation de blocage, voire même, parce que soyons quand même sérieux et regardons la situation grave en face de nous, la coalition de gauche et d'extrême gauche pourrait en tirer un bénéfice. Or, elle représente tout ce que nous combattons et elle serait un danger évidemment extrême pour notre pays. Si dimanche, il y a la majorité absolue pour le Rassemblement national et ses alliés que vous soutenez, que va-t-il se passer vers des manifestations antifascistes partout, des fonctionnaires qui vont appeler à l'insoumission, des préfets qui vont démissionner, des entreprises qui vont aller produire ailleurs? Ça va être le chaos en France? Écoutez, il y aura peut-être un petit peu de cela, mais loin de tout ce qu'on prévoit et encore moins la guerre civile, soi-disant annoncée par Emmanuel Macron. Moi, je crois que le pays est prêt. Voilà. Et les Français sont prêts aujourd'hui à élire cette coalition. On voit bien d'ailleurs qu'elle représente de très nombreuses catégories socio-professionnelles, de très nombreux territoires français. Donc on est aujourd'hui face à une majorité large. Et sur les sujets régaliens, la justice, la sécurité, sur la question de l'immigration, nous avons un très très large consensus en réalité des Français. Et donc de ce point de vue-là, je ne crois pas qu'on assistera à une démission massive ou à un blocage massif. Il y aura probablement quelques résistances
résistance ici et là, de militants divers et variés, probablement quelques manifestations agitées par l'extrême gauche. Quelques seulement, vous croyez oui. que les organisations syndicales, la CGT, la CFDT, Oui. qui peuvent beaucoup mobiliser, les partis de gauche, les fonctionnaires qui vont peut-être prendre des positions de résistants. Mais en vrai, les mecs, c'est là où les sondages me font un petit peu peur. Moi, j'ai pas envie de me fier aux sondages. Mais Squeezie, il a pris la parole. Lena Situation, elle a pris la parole. La CGT a appelé à voter le Front Populaire. Il y a toute la masse travailleur qui va voter aussi le nouveau Front Populaire. Et malgré ça, dans les dynamiques de sondage, on a toujours le RN aussi puissant. Je me dis, à quoi ça sert la parole, les consignes de vote, etc. Je me dis, même au niveau du football, etc., quand Marcus Thuram il a pris la parole, je me dis, l'influence a peut-être ses limites. L'influence a peut-être ses limites. Ou peut-être que le fait qu'il y ait eu des consignes de vote de la part de la CGT, de Squeezie, de Lena Situation et de pas mal de streamers, etc., les médias ont accentué les sujets bien anxiogènes et invité, encore une fois, encore plus l'extrême droite sur les plateaux de télé. Ça va peut-être contrebalancer, en fait, les mecs. Hein. Ça va peut-être contrebalancer. Parce que les médias ont... Voilà, exactement. Il y a un mec qui le dit bien. Médias supérieurs aux influenceurs. J'en ai marre du 4e pouvoir, les mecs. J'en ai marre. Les médias sont tellement puissants. Regardez la série Succession, les mecs. Regardez Succession. Les médias sont très puissants sur nos cerveaux, putain. Ah! Je crois que ce sera probablement temporaire et probablement pas aussi massif qu'on l'imagine. Donc c'est là où, en effet, il faudra que cette nouvelle majorité tienne bon. Et il faudra qu'elle soit capable de ramener l'ordre. Il faudra qu'elle soit capable de s'entourer, et je suis sûr que c'est le cas, de personnes compétentes dans les cabinets ministériels. Et il faudra qu'elle soit capable, en effet, de mettre au pas potentiellement les résistances au sein de l'administration qui pourraient ne pas vouloir appliquer cette nouvelle politique. On se souvient, je me souviens de témoignages de Maxime Tandonnet qui travaillait aux côtés de Nicolas Sarkozy lorsque Nicolas Sarkozy était aux affaires. Il portait en effet ce témoignage de certains hauts fonctionnaires qui refusaient d'appliquer la politique voulue par les Français. Bon, il faudra prendre ses responsabilités et puis remplacer potentiellement ces gens par des gens qui acceptent d'appliquer la neutralité qui leur est imposée normalement au sein de l'exercice de leur fonction publique. Mais je veux vous dire, sincèrement, je crois qu'aujourd'hui, les Français ont acté que la guerre civile, elle était d'abord et avant tout alimentée par le gouvernement qui aujourd'hui était aux affaires. Oui. La guerre civile, elle est aujourd'hui... potentiellement une partie de notre avenir du fait de l'immigration de masse que nous connaissons, du chaos sécuritaire qu'elle engendre, du développement de l'islam radical aussi dont elle est le fruit, de la situation du laxisme judiciaire dans notre pays, d'un certain nombre, j'ai envie de dire, de vulnérabilités collectives que le centrisme et la gauche ont alimentées. Et je pense à cette culture de la repentance, à la culpabilisation systématique des Français, à l'amnésie historique organisée dans les écoles. Vous excluez donc aujourd'hui, même en Nouvelle-Calédonie, pardonnez-moi, sur fond de racisme anti-blanc et de décolonialisme anti-français, on voit aujourd'hui les prémices en effet de la guerre civile. Mais ça, c'est pas le bilan du Rassemblement national et de la coalition des droites, c'est le bilan d'Emmanuel Macron. On a bien et de la gauche compris que vous excluez le risque de guerre civile qui a été évoqué par Emmanuel Macron. Néanmoins, Gérard Larcher, le président du Sénat, a répondu à une interview aux Parisiens. Lui, il parle d'un risque de crise institutionnelle. Il dit qu'Emmanuel Macron joue avec la démocratie, avec l'avenir de la France. Là aussi, il va trop loin. C'est toujours la même menace qui plane et qui est martelée par le gouvernement. Quand on n'a pas d'arguments sur le fond, on utilise des arguments moraux. Voilà. Et donc, on tente de disqualifier l'adversaire sur le plan moral. C'est cette fameuse dialectique de l'antifascisme, qui est quand même usée jusqu'à la corde et qui n'a, je pense, plus aucun écho auprès de la population française. Ou alors, en effet, on agite les peurs. Ils en sont les spécialistes. Mais je vous le dis, une fois de plus, j'y reviens. Qui est-ce qui aujourd'hui peut nous faire craindre la guerre civile dans notre pays ? Ce qui peut nous faire craindre la guerre civile, pardonnez-moi, et on le voit dans l'actualité au quotidien, c'est une fois de plus l'effondrement de l'autorité de l'État, l'islamisme qui gangrène de très nombreuses institutions jusque dans nos écoles publiques et qui se traduit... Il y a une montée du racisme en ce moment. Là, c'est bien que les médias en parlent un petit peu, les mecs, parce que d'ailleurs, j'ai fait un tweet sur ça, comme quoi les médias, ils étaient en train de taire le racisme, alors que quand c'est l'antisémitisme, ils font que d'en parler. La meuf nous parle que de l'islam radical, elle a que ça à la bouche. Mais la montée du racisme, ça la dérange pas, genre. Ça la dérange pas. Y a aucun problème. Y a aucun problème, genre.
parfois jusqu'au terrorisme et aux 250 morts que nous avons connus. C'est aujourd'hui des conflits de civilisation sur le sol français avec une civilisation islamique qui tente d'imposer une culture, des mœurs, des pratiques dans l'espace public et auprès de nos institutions au détriment évidemment de nos propres valeurs, de la liberté de conscience, de la liberté d'expression, de l'égalité homme-femme. Voilà, c'est ça aujourd'hui qui nous menace de guerre civile et c'est en effet dans certains territoires français comme en Nouvelle-Calédonie, et je reviens parce que la situation est loin d'être réglée, voilà, un racisme anti-blanc, un racisme anti-français, un discours décolonial sur fond de repentance, alimenté par la gauche, l'extrême gauche, voire par des influences étrangères. Et tout ça, c'est le fruit, une fois de plus, du laxisme du gouvernement. Avouez que d'un point de vue purement, comment pourrais-je dire, concret et pratique, imaginez en cas de victoire de Jordan Bardella dimanche soir, imaginez dans les prochaines semaines un ministre de l'Intérieur du Rassemblement national en train d'essayer de rétablir l'ordre dans une banlieue française, par exemple, qui s'échauffe, avec une police commandée par un ministre de l'Intérieur du Rassemblement national, ça peut laisser présager des dérèglements complexes. Mais quoi donc, en fait, tout ça? L'usage de LBD, le ministre de l'Intérieur qui dit vous avez carte blanche pour rétablir l'ordre. Imaginez, les gars, la police sous le RN. La police sous RN, ça va être pire qu'avec Castaner, ça va être pire qu'avec Édouard Philippe ou je ne sais pas quoi, pire qu'avec Darmanin. Imaginez les mecs, imaginez le grabuge. Simplement parce qu'il s'agirait d'appliquer l'autorité de l'État, de faire respecter la loi, d'interpeller des gens qui mériteraient d'aller en prison. Moi, je ne crois pas. Je pense qu'aujourd'hui, il y a la nécessité, en effet... Imaginez quand même, moi lorsqu'il y a eu, vous savez, l'affaire Mohamed Amra, souvenez-vous de cette affaire, donc ce narcotrafiquant qui a réussi à s'évader, ça a entraîné la mort de 2 agents pénitentiaires. Il faut écouter aujourd'hui le témoignage de ces agents pénitentiaires qui sont au cœur donc de ce qui est censé être l'aboutissement de l'autorité de l'État, de la prison. Ils vous expliquent le niveau de dégradation de ce système pénal. Ils expliquent leur manque de moyens, ils expliquent leur manque d'effectifs. Ils expliquent aujourd'hui le laxisme total dans les prisons françaises avec des gens qui consomment de la drogue, qui ont la télévision, qui ont le téléphone, qui ne sont pas systématiquement contrôlés dans ces prisons, qui peuvent donc faire entrer des armes. Donc tout ça, si vous voulez, c'est le résultat de choix politiques, de lois qui ont été votées, de décisions administratives. Ils n'ont pas retrouvé le mec. On peut y remédier. Voilà, il n'y a pas de fatalité à cela. On a des démonstrations, y compris d'ailleurs dans le domaine migratoire, de pays au sein même de l'Union européenne qui ont fait des choix forts, par exemple sur la question de la limitation de l'accès aux aides sociales pour les personnes étrangères, donc qui ont limité les appels d'air à l'immigration, sur la réforme du droit d'asile, sur la suppression du droit du sol, sur la limitation aussi du regroupement familial. Tout ça, c'est possible factuellement. Encore faut-il en avoir la volonté politique. Et je crois que c'est ce qui a terriblement manqué dans ces décennies. Oui, on a entendu qu'il y a beaucoup de réformes qui ont été remises à plus tard, l'abrogation de la réforme des retraites, la baisse de la TVA sur 100 produits de première nécessité. Est-ce que vous comprenez cette stratégie du Rassemblement national ? Et encore une fois, vous êtes assez confortable pour prolonger ce que dit Émilie Broussoulot. Vous n'êtes pas au Rassemblement national. Vous pouvez être un tantinet critique ce soir. Vous pouvez être critique. Est-ce qu'ils ont rétropédalé ? Je vais vous en parler d'autant plus librement que je ne défends pas l'intégralité du programme économique du Rassemblement national. Maintenant, je regarde une chose qui m'apparaît évidente, à savoir que quand on met en place une coalition, donc on travaille, le principe d'une coalition, c'est que normalement on met des gens avec qui on n'est pas d'accord avec tout autour de la table. On s'accorde sur l'essentiel, donc sur de grands principes, et c'est ce qui nous apparaît urgent, et ensuite on déroule. Voilà, aujourd'hui il y a des grands principes qui ont été posés, moi que je partage totalement. À quoi s'est engagé le Rassemblement national avec ses alliés ? À ne pas augmenter les impôts, à faire un audit de dépenses publiques pour pouvoir les réduire dans les domaines les plus urgents, y compris d'ailleurs dans la suradministration, qu'on peut connaître par exemple dans l'hôpital ou dans l'éducation nationale. On a vu également un engagement de baisser les charges patronales pour pouvoir augmenter de 10% les revenus du travail. On a vu l'engagement de baisser massivement les dépenses liées à l'immigration, ou le fait par exemple de vouloir privatiser l'audiovisuel public. Voilà, ça c'est les grands principes qui sont posés. Ensuite, il va y avoir un chemin de concorde entre ces différentes sensibilités pour pouvoir aboutir à cela. Moi, je ne vais pas renoncer demain, évidemment, à ce... Les gars, j'ai même plus, franchement, je suis même plus réticent à l'idée de privatiser l'audiovisuel, les mecs. Moi, je vous le dis en stream, j'ai même plus... Si l'audiovisuel est privatisé, je m'en bats les couilles maintenant. Quand tu vois l'état de France Télévisions, quand tu vois ce qui est devenu France Télévisions, non. Franchement, la flemme, hein. T'es fou. Ah, moi, je m'en bats les couilles. Ah, moi, je vous le dis, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Tous les journalistes qui ont critiqué Mélenchon avec la dame qui avait mis Mélenchon un problème. Il y avait les journalistes qui ont été hargneux envers Mélenchon, qui posaient plein de questions bizarres envers les pro-Mélenchon.
Ouais, faut l'écarter. Ouais, est-ce qu'il c'est un Premier ministre? Ouais, vous répondez. Les mecs, j'ai réagi à tout, hein. J'ai réagi à tout. Donc, ne faites pas croire que c'est des journalistes qui sont bien de gauche, mais la gauche Mélenchon. Je m'en bats les couilles s'ils privatisent l'audiovisuel. Je m'en bats les couilles, frère. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Voilà, je le dis, je m'en bats les couilles, man. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Ça m'étonnerait que Bolloré récupère France Télévisions. Mais moi, je vous le dis, je m'en branle maintenant. Je m'en branle. Et en plus, je peux même pas réagir à France Télévisions. Je peux même pas réagir à France Télévisions maintenant. Je les déteste. Je les déteste maintenant. Je les déteste. Ils veulent plus de moi. Je les déteste. Je m'en fous. Je m'en fous. Ils ont passé leur temps à critiquer Mélenchon, des européennes jusqu'aux législatives. Je m'en bats les couilles maintenant si France Télévisions sera privatisée. Voilà, c'est tout. Voilà, voilà. Ok, on a compris. Pardon, excusez-moi, je me répète. Pardon. Non, ça m'a énervé, les mecs. C'est tous des vendus maintenant à France Télévisions. C'est tous des vendus, gros. C'est tous des vendus. J'ai toujours cru sur le plan économique, donc je tâcherai de faire vivre cette voie. Oui, j'ai trop le seum. Pour la femme libre que vous êtes, oui. C'est catastrophique. Oh non! Oh non, je suis catastrophique. Oh non, je suis catastrophique. Oh non. Oh bébé. Oh bébé. Oh non. Vous voyez comment je prépare le... Hein, pour la femme libre que vous êtes, qu'est-ce qui ne va pas dans le programme économique du Rassemblement national? Qu'est-ce qui va pas? Non mais écoutez, pour le coup, je vais vous dire, je me cache pas derrière mon petit doigt. J'ai été concurrente du Rassemblement national au moment des élections européennes. J'ai eu très largement l'occasion de pouvoir développer un certain nombre de choses. Je vais pas vous surprendre, par exemple, sur la question des retraites. Je n'ai pas tout à fait la même position. Maintenant, je note que dans le cadre de la coalition, quelle est la seule mesure qui a été présentée par Jordan Bardella? C'est le fait que les personnes qui ont commencé à travailler avant 20 ans puissent partir avec 40 annuités à 60 ans. Il a un peu rétropédalé, Bardella. Non, mais il a fait un choix prioritaire. Moi, j'ai aucun problème avec le fait que les carrières longues puissent évidemment bénéficier d'une situation particulière et plus avantageuse au regard de la difficulté de ces professions. Maintenant, je ne vais pas, une fois de plus, vous mentir. Moi, je suis pour une part de capitalisation dans les retraites. Je suis pour un rapprochement des retraites, du système des retraites publiques privées. Je suis pour une suppression immédiate de la plupart des régimes spéciaux. Tout cela, je vais continuer à le défendre et donc je souhaiterais que... Pour moi, la droite sait se ranger dans une union, la gauche se tire dessus H24. Mais moi, ce qui me dégoûte, les gars, la leçon qu'on va retenir des législatives, d'ailleurs, c'est pas terminé parce qu'il y aura le deuxième tour, c'est que on sent que les médias sont puissants. On le sait que les médias sont puissants et ont un pouvoir d'influence absolument illimité sur le cerveau humain. France Télévisions aurait pu jouer le rôle de la contrebalance. Ils auraient pu contrebalancer le fait que Hanouna soit sur Europe 1, sur CNews. Ça parle tout le temps de la gauche, c'est des merdes, la gauche c'est antisémite. C8 avec TPMP, c'est pareil. Les médias avec les journaux, la presse écrite Figaro, Valeurs Actuelles, etc., etc. Ok, France Télévisions, ils auraient pu contrebalancer. Bah non, ils se sont rangés du côté de la droite, de Marine Le Pen, du RN, de l'anti-Mélenchon. Il n'y a aucun contrepoids. Je suis dégoûté, gros. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte, vraiment. France Inter, mais France Inter, ils sont pro-Glucksmann. France Inter, vous avez écouté des extraits, ils sont anti-Mélenchon aussi. Ils sont anti-Mélenchon, les mecs. À la limite, Libération, mais même Libération, ils ont sorti des articles anti-Mélenchon. Libération ont sorti des articles anti-Mélenchon, les mecs. Ça peut se trouver sur Internet. Moi, ça me fait mal. C'est la gauche bourgeoise, c'est la gauche molle. C'est la gauche qu'on déteste, les mecs. C'est la gauche qu'on déteste. Même Mediapart, c'est pareil. Edoui, le fondateur de Mediapart, a même dit à Mélenchon de fermer sa gueule. Tais-toi, Mélenchon. Même Mediapart, vous vous rendez compte, les mecs? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Putain. Toute la gauche molle s'est réveillée pour Bompard, c'était trop drôle, je te jure. Que des suceurs de bites, ça me dégoûte, frère. Est-ce que TF1 sont neutres? Non, TF1 c'est la droite, les mecs. TF1 c'est la droite. Le Rassemblement national puisse aller plus loin que ce qu'il défend aujourd'hui, mais une fois de plus, ce sera l'objet de discours, d'une entente nécessaire au moment où la majorité sera constituée. Parlez-nous de Jordan Bardella, c'est qu'on le connaît pas très. La NFI va perdre à cause de LFI. Oh non! Encore une fois, vous voulez sucer la bite du Parti Socialiste, vous voulez réhabiliter le Parti Socialiste au lieu de booster la LFI. Oh non! Oh putain! Qu'est-ce qui s'est passé pour être aussi amnésique?
qu'est-ce qui s'est passé dans vos cerveaux pour être aussi amnésique? Oh là 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 là! Putain! Très bien. Alors, mais Quand même, là, depuis quelques années. il est si jeune, oui, on suit. Mais quand même. comment est-ce qu'il est sur le plan personnel? Parce que Non, je on parle parle quand même pas de des mecs, Matignon, ça n'est pas rien. Je sais Ce pas jeune si homme de j'ai- 28 Je sais pas ans. si j'ai la prétention de pouvoir dire que je le connais très bien et intimement. Je crois. C'est pas non plus le cas. Je le connais dans le cadre politique et j'ai eu l'occasion de discuter à plusieurs reprises avec lui. Indéniablement, c'est un homme qui a des capacités singulières, hein, puisque se présenter comme il se présente aujourd'hui et être crédible aux yeux des Français pour être Premier ministre, c'est qu'il a indéniablement du mérite. Voilà, je pense que c'est un homme qui a une capacité de vision, qui C'est le mec de sa est cousine, capable oui, de porter avec conviction les idées qui sont les siennes, et ça les Français lui reconnaissent. Donc de ce point de vue-là, manifestement, le talent n'a pas attendu les années. Mais comprenez-vous Jordan Bardella quand il dit qu'il refusera Matignon s'il n'a pas la majorité absolue? Oui, je l'entends. Pour une raison simple, c'est qu'il mentirait aux Français s'il disait qu'en prenant Matignon avec une majorité relative, il serait en capacité de pouvoir changer les choses. Parce que, disons-le, une situation de cohabitation est déjà une situation relativement inconfortable, hein. On sait bien qu'on a un certain nombre de compromis à trouver avec le président de la République qui continue de garder un certain nombre de compétences et de pouvoirs. Maintenant, il est vrai que s'il bénéficie seulement d'une majorité relative, il ne pourrait pas mettre en place le projet de coalition qu'il défend. Et vous, est-ce que donc, vous c'est un appel accepteriez ce finalement poste aux électeurs à lui donner les moyens d'eux? Oui. Moi, je vous donne mes pronostics, les mecs. Macron va dissoudre l'Assemblée l'année prochaine. Il peut pas dissoudre l'Assemblée directement 3 mois, 6 mois. Il faut 1 an avant de redissoudre. Les mecs, on en reparlera l'année prochaine, les mecs. Hein. L'année prochaine, sur ce même siège, je vais vous l'annoncer, Macron va dissoudre l'Assemblée encore une fois. Hein. Ça va être le bordel encore. Moi, je pense. Hein. Vous accepteriez ce poste en cas de majorité relative? Ah non, mais il n'en est pas question. Enfin, je veux dire, le sujet n'est même pas sur la table. Et j'ai entendu dire d'ailleurs que j'aurais pu, soi-disant, en échange de mon soutien, négocier je ne sais quel ministère. Je vous le dis, ce n'est pas le cas. Voilà, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas eu d'accord. Je n'ai rien demandé. Et moi, je vous le dis, je souhaite que soient choisies les personnes les plus compétentes, les plus expérimentées dans chacun des domaines. Et je m'efface volontiers, d'ailleurs, devant ces profils compétents et expérimentés. Maintenant, je serai là. Arc dissolution partie 2. Comme un film. Voilà, c'est comme un film. On aura besoin de moi, évidemment. Je ne vais pas non plus fuir les responsabilités si un besoin se présente. Mais sincèrement, là, pour le coup, je crois que la situation de la France appelle des profils qui soient les plus crédibles possibles dans les différents domaines. Mais quel type de ministère vous pourriez accepter? Je viens de vous dire à l'instant que justement je n'avais rien demandé, donc je suis pas. Vous y avez songé tout de même? Non, parce que si Elle a demandé. Alors de la Non, politique, non, c'est anticipé. non, S'il y a une majorité absolue, dire, on va ouvrir. Non, je n'y ai pas songé parce que j'ai pas fait un plan de carrière, que tout ça est arrivé extrêmement vite, que vous savez que je suis eurodéputé et j'ai aussi des ambitions au niveau européen, hein, celui de faire vivre la coalition des droites au niveau européen, celui de faire peser nos idées, y compris au Parlement européen. Donc je ne suis pas dans la quête d'un poste. Voilà, j'irai là où on aura besoin de moi, si tant est qu'évidemment quelque chose se présente. Vous avez sans doute vu les prises de position de footballeurs, de sportifs, d'artistes qui appellent à faire attention aux extrêmes, à la menace des extrêmes. Vous avez dit que ce n'était pas leur rôle de prendre la parole sur des sujets politiques. Pourquoi? Oui, parce que je ne vois pas quelle est aujourd'hui leur légitimité pour pouvoir parler sur le plan politique. Voilà, on a tous envie d'être derrière les joueurs de l'équipe de France. Ils sont les représentants de l'ensemble du peuple français dans le cadre de leurs équipes. Et donc, c'est malheureux que des divisions soient amenées par eux. Maintenant, ce que je note quand même, c'est qu'on aurait pu attendre l'habituel ritournelle antifasciste avec disons une force et une violence particulière dans le monde de la culture, dans le monde sportif, comme on a pu... Les gars, j'ai vu que Victor, il a parlé aussi. Victor, il a dit ne votez pas les extrêmes. Je l'ai vu. Je l'ai vu aussi, les mecs, la vidéo. Habitué par le passé. Oui. Et je note que c'est quand même relativement résiduel. Ce qui démontre bien quand même que les choses ont beaucoup évolué, que l'opinion française a beaucoup évolué. Les mecs, d'ailleurs, j'ai vu un top tweet sur ça, où il y avait des tweetos pro équipe de France qui disaient ouais, les racistes, vous êtes pas contre... Enfin, les racistes, vous êtes des hypocrites parce que quand l'équipe de France vous rapporte une Coupe du Monde, vous êtes contents, etc. Mais les mecs, j'ai vu les réponses. Ils ont dit, je préfère avoir 0 Coupe du Monde et que vous rentrez en Afrique. Cassez-vous, on s'en bat les couilles du football. Rentrez chez vous, les Africains, on s'en fout de vos Coupes du Monde et de l'Euro, etc. Je suis en mode, waouh, le racisme décomplexé. C'est une dinguerie, wesh. C'est une dinguerie. Après, non, dites pas mytho, les mecs, dites pas mytho. Je pense sincèrement qu'en tant que raciste confirmé, si le mec il est ultra raciste, il en a rien à foutre du football, hein. Il en a rien à foutre du football. Il préfère largement voir que des blancs en équipe de France et qu'on retourne tous en Afrique
que de voir une équipe de France qui a 50 Coupes du Monde, hein. 50 Coupes du Monde, ma gueule. Lui, il s'en bat les couilles, hein. Il s'en bat les couilles. Ah, vraiment? Et que même ces milieux, vraiment. on avait le sentiment pendant très longtemps qu'ils étaient très engagés contre ce qu'ils qualifient d'extrême droite, aujourd'hui gardent beaucoup de réserves parce qu'ils sentent bien que, évidemment, l'opinion a beaucoup changé. Donc vous considérez que les personnages publics n'ont pas à donner leurs opinions sur la politique? Je considère que c'est malvenu, voilà, et je vais vous dire quelque chose qui est un peu convenu, mais qui est quand même une réalité. C'est vrai que quand on a des profils comme ça, qui sont des profils particulièrement favorisés sur le plan social, voilà, qui ont... Mais tu es favorisé aussi. Marine Le Pen est millionnaire, Bardella il a un patrimoine. Arrêtez de me faire croire que... Arrêtez, oh là là. Aujourd'hui des salaires mirobolants, des conditions de vie quand même particulièrement agréables. Mais vous aussi vous avez des conditions de vie agréables, vous donnez des leçons à tout bout de champ. C'est quand même, oui, assez malvenu de prendre position quand c'est pas carrément des artistes qui vivent à l'étranger ou à New York ou aux États-Unis. C'est quand même assez malvenu de se présenter ainsi et de faire la leçon à des Français dont beaucoup sont dans de grandes difficultés économiques, voilà, ou dans une... Bardella il a un patrimoine, j'espère bien qu'il a un patrimoine. Le mec qui récupère un salaire mirobolant de son poste de député européen depuis déjà des années. Donc s'il vous plaît les mecs, il a peut-être aussi une enveloppe en tant que président du RN. On sait pas les mecs, hein, donc... Bardella, c'est pas n'importe qui les mecs. Arrêtez de croire que Bardella, il a 10 000 € sur son compte épargne. Hein. Vraiment. Arrêtez les mecs. Hein. Et Marine Le Pen, elle est encore plus riche. Véritable angoisse identitaire dans des quartiers où la sécurité est aujourd'hui dans un état dramatique. Donc oui, je trouve ça d'autant plus malvenu. Il y a des grands patrons aussi, des grands patrons du Nord, autour de la famille Muliez hier, qui ont invité à ne pas voter pour les extrêmes. Oui, c'est assez habituel, mais une fois de plus... La famille Muliez, les multimilliardaires de France. Je suis pas sûr que la motivation soit véritablement une inquiétude, économique. Est-ce que ça vous dessert vraiment d'ailleurs ? Excusez-moi, mais quand on regarde aujourd'hui les grands principes dont je vous ai parlé tout à l'heure sur le plan économique, je ne vois rien qui devrait effrayer ces grands patrons. Tout me semble aller plutôt dans le bon sens. Par ailleurs, moi je veux bien qu'ils continuent d'appeler du coup pour le bloc centriste, c'est ce que je conclus. Mais quand on voit le bilan économique aujourd'hui d'Emmanuel Macron, j'ai du mal à croire qu'il puisse trouver encore crédit auprès de ces grands patrons. Moi je comprends pas les grands patrons aussi les mecs, hein. Les grands patrons, non, en fait finalement je peux les comprendre parce que le bloc centriste il a pué la merde, on l'a vu ce que Macron il a donné sur les dernières années, mais j'avais oublié que les milliardaires sont devenus encore plus riches, donc c'est normal qu'ils soutiennent Macron. Même si la France se casse la gueule sur le pouvoir d'achat des ménages moyens et des ménages inférieurs, eux ils s'en battent les couilles parce qu'ils sont encore plus riches. Et putain, c'est tellement une dinguerie d'être milliardaire et de s'en battre les couilles des autres. C'est tellement des... Non, c'est tellement des merdes, sérieux. Franchement, moi, je comprends pas cette mentalité. Hein. Vraiment, je comprends pas. Hein. C'est vrai qu'ils se sont encore plus enrichis, les mecs. Hein. Oh là là. On voit l'état de la dette, quand on voit l'état des prélèvements obligatoires, quand on voit l'état de désindustrialisation du pays, quand on voit différents secteurs, comme même le secteur agricole, aujourd'hui qui est en extrême souffrance et qui s'est jeté dans la rue parce qu'Emmanuel Macron a eu la bonne idée de soutenir le pacte vert et cette logique d'écologie punitive, je ne vois pas objectivement ce qui peut nous amener à être satisfait de ce bilan. La recomposition de la droite, que se passe-t-il? C'est absolument incroyable. Par tranche de 24 heures, on a l'impression qu'on vit un précipité, un concentré d'actualité politique qui se serait déroulé en temps normal en un mois. C'est absolument fou ce qui se passe aujourd'hui dans la droite française. Oui, c'est très enthousiasmant d'ailleurs. D'une certaine manière, merci Emmanuel Macron d'avoir précipité les événements que moi j'appelle de mes voeux depuis très longtemps, puisque l'union des droites, c'était une idée que je défendais déjà lorsque j'étais au Rassemblement national, à un moment donné où cette idée n'était pas très populaire, disons-le. Donc je suis très heureuse de la voir en œuvre et je souhaite, je vous le dis, qu'elle ne s'arrête pas d'ailleurs seulement à ces élections législatives. Je souhaite que ces élections législatives, et j'espère demain la victoire de cette majorité, ne soit que la première étape d'alliances durables et qui se poursuivront notamment au municipal en 2026. Parce que si on veut arracher un certain nombre de villes à la droite même centriste ou au centre-gauche, voire à la gauche et à l'extrême gauche, eh bien il faut que cette droite soit unie dans de très nombreuses municipalités pour pouvoir l'emporter. Trop longtemps, nous avons été divisés et trop longtemps, cette division a justement servi nos adversaires politiques. Voilà pour cette interview de Marion Maréchal.